Donc je reprends, effectivement, on est toujours dans cette histoire de nez et de cette construction de comment est-ce que les deux haies qui sortent du nez, puisque on est dans la dimension de Shem Sag, c'est-à-dire fondamentalement dans la dimension de Bina, ici s'exprime l'aspect Zeranpin de Sag, et que donc on voit se développer ici les différents codages, j'ai envie de dire, ou les différentes expressions, à la fois en termes de otiotes et en termes de nombre, de ce qui sera Zeir Anpin ou Shemma, ou etc. Et donc on a vu que ce qui se passait, c'est que à ce niveau-là, donc le He se développait en Dalet et Vav, et que puisque on est dans la dimension de Zeir Anpin, c'est la dimension Vav qui est dominante ici, qu'elle se divisait donc en 6 Aleph. Donc d'une part, d'accord, donc dans chaque narine, il y avait un Vav qui sortait et qui se divisait en... Enfin, il y avait un He qui sortait et qui se divisait en Dalet et Vav, et que le Vav se divisait en 6 Aleph, mais que en même temps, euh, on avait donc on n'était pas encore, c'était pas encore le Yud, hein, il y avait le Vav qui sortait de la narine droite, le Vav qui sortait de la narine gauche, et si, c'est ça, t'as raison. Le Vav qui sortait de la narine droite, le Vav qui sortait de la narine gauche et le nez lui-même, ça faisait donc 13, ça faisait Vav, Aleph, Vav. Et pourquoi est-ce que le nez lui-même c'était Aleph? Parce que, comme tu l'as dit, chaque narine c'était un Yud, et avec la cloison nasale, ça faisait la barre du milieu du Aleph, ça faisait un Vav. Et donc, c'est important parce que c'est vrai qu'on a tendance à rapporter tout ça un peu en suivant, mais en réalité, on voit on- on remanie toujours les mêmes éléments, il faut comprendre comment ça fonctionne. Euh, Parce que ce qui nous intéresse ici, effectivement, c'est, comme on l'a dit, et je ne reviens pas dessus, cette construction du Aleph. Euh, Et donc cette construction du Aleph, on voit ici que on peut la construire comme ça, avec le Yud, d'où sort le Yud de la narine droite, d'où sort le Vav de la narine droite, et le Yud de la narine gauche, d'où sort le Vav de la narine gauche. Alors, le Yud, c'est la racine du Vav, c'est ça qu'on comprend déjà ici. Euh, avec la paroi elle-même, qui est déjà un Vav, Comment le yud ça peut être la racine du vav si dans l'alphabet c'est avant? parce que le Yud, c'est le point, et le Vav, c'est la droite. Après on l'a mis dans ce sens, dans cet ordre-là là. Alors, ça, c'est une autre question. Pourquoi est-ce que l'alphabet est dans cet ordre-là, alors que manifestement, on voit que c'est pas l'ordre primordial. Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est pas son paradigme. En réalité, ce qui est primordial ici, on le voit, c'est les lettres de Shem Havaya. C'est ça qui est primordial. Et effectivement, c'est avant tout ce Yud. D'accord. Ce Yud et ce He et ce Vav dans l'ordre, quoi, tout simplement. Et on continue, donc. Ok, voilà. והוא להורות כי למעלה בבחינת הראש, ששם מקום המוחין, היא שם עין בית דהוויה דיודין. וכאן הוא שם סג, כי אין הפרש בין הוויה דאב להוויה דסג, רק במילוי אות הוו כידוע. Donc, c'est pour bien nous faire comprendre que au niveau de la tête, c'est la dimension de Shem Av, et ça s'écrit avec des Yud. Quand on développe le Shem Havaya, ça va faire Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Yud, Vav, He Yud. Euh, Alors que ici, on est dans Shem Sag, et la seule différence, c'est que au lieu d'être Vav Yud Vav, c'est Vav Aleph Vav. Mais en même temps, comme on l'a dit, on a bien vu que finalement, la racine même de ce Vav, elle est contenue dedans. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le Aleph qui remplace le Yud est construit à partir des Yud, comme on l'a vu.
Donc on voit bien qu'il n'y a pas de discontinuité entre les deux. C'est quelque chose qui se développe. Velu ashne vavin hem bechinat atamim aemsaim shebe emsa ateva. Ça, on l'avait anticipé, c'est là qu'il le dit explicitement. Ces deux vaves sont la dimension des termim du milieu, c'est-à-dire qu'on écrit au milieu des lettres et pas au-dessus et en dessous. VM, pasek ou makef. C'est deux termim spéciaux, mais qui sont dans la liste des termim, j'ai vérifié. Partie de la liste des termim. C'est quoi là, je ne connais rien. C'est quoi pasek? Pasek, ça va être une barre verticale qu'on met entre deux mots. D'accord. Pour qu'on fasse Et une ça s'écrit au niveau de la lettre. Ouais. C'est ni au-dessus ni au-dessous. Voilà. D'accord. Et makef, c'est le petit tiret qu'on va mettre entre deux mots. Pour relier des mots. Ouais, pour relier des mots, pour qu'on... Au niveau de l'accent tonique, Voilà. des choses comme ça. Voilà. D'accord. Typiquement, deux mots qui sont reliés par un makef ne vont porter qu'un seul termim, qu'un seul taram. D'accord. D'accord. Et les deux ont la forme d'un vav. Le pasek, c'est un vav debout, parce que c'est une barre verticale. Ah oui. Et le makef, c'est une barre horizontale, c'est un vav horizontal. Non, j'ai cherché du coup pour voir. On te fait confiance. J'ai besoin de. Non, De visualiser. Ouais. Qui orat à pasek, qui orat à vav, shel. Mais bon, Oui. ça laisse quand même interrogatif. Ça veut dire que l'état mime et même le pasek et le makef sont originels. Ça veut dire quand on dit que Dieu a regardé la Torah, a créé le monde, ça veut dire qu'il y a l'état mime. Ouais, complètement. Parce que tu demandes à un historien, il va dire oui, c'est le 8e siècle, ça vient du crypto-chaldéen, je ne sais pas quoi. Non, nous, non, pas du tout. Le monde a été créé sur cette structure d'état mime, même saïm. Ouais, complètement. Mais parce que, alors, en réalité, tu peux tout à fait défendre la thèse historico-critique. Ça pose pas de problème de dire que, bah oui, la façon dont nous, on écrit aujourd'hui ces termes-là, c'est quelque chose qui émerge historiquement, je sais pas quand est-ce qu'on mais dit ça. non, mais là, puisque dit que c'est un vav et que là, on est au niveau du Shem, Sag. Ouais. Oui, mais ça veut pas. Quand on te dit que historiquement ça apparaît à telle époque, ça veut dire que historiquement, c'est la première trace écrite qu'on a, qu'on va noter les termes de cette façon-là, ça apparaît à ce moment-là. Mais même si ça n'apparaît historiquement qu'à ce moment-là, c'est clair que ça fait partie intégrante du langage. C'est-à-dire cette idée que dans la langue, il y a une mélodie, et qu'on va chanter les choses. D'ailleurs, je suis très étonné que ce ne soit pas plus universel. En réalité, c'est quelque chose qui n'existe que chez nous, j'ai l'impression. De quoi cette notion qu'il y a une codification de comment est-ce qu'on va chanter les textes sacrés qu'on va réciter. Alors, le Coran, il se chante. Alors, le Coran se chante, mais ce n'est pas une cantillation, en réalité. Le Coran se chante, mais les règles de la modulation, de la mélodie du Coran, c'est des règles purement grammaticales. Il n'y a pas, en plus de ça, des règles spécifiques au termime, quoi. C'est-à-dire, ça va être des règles de prononciation. Ça va être, tu vois, que tel... Parce que j'ai écouté un imam de Beauvais. Tu connais l'imam de Beauvais? Ouais. Non, je ne le connais pas, mais il doit être sympathique. C'est un modéré. Ouais, tu étais... C'est le fameux imam qui est menacé de mort et tout ça. Ouais, non, c'est ça. Oui. C'est un Marocain. Ouais. Il est très rfif. Hein. Ouais. Il est rfif. Et il commande des versets du Coran. Et alors, il fait la cantillation. Ouais. Alors, on dirait un genre de Créateur, quoi. Oui. Mais c'est là où je veux en venir. C'est que eux, ils n'ont pas développé un système de notation proprement musical. Les règles de cantillation du Coran, si tu veux, c'est des règles que, voilà, il y a telle lettre doit se prononcer comme ça de façon plus approfondie, quand il y a deux mots qui se suivent, l'accent va se placer comme ça,
que contrairement à nous, on prononce certaines lettres. Tu vois, il faut. Tu sais, on te dit par exemple Bechol Levavchem, il faut bien distinguer Bechol Levavchem. C'est D'accord. la même chose. Alors, eux, en général, des fois, on va dire, il faut bien distinguer, et parfois, ils vont avoir des phénomènes d'assimilation, c'est-à-dire qu'un mot qui finit par un noun et l'autre comme un mème, en réalité, ils vont prononcer me, tu vois, Ah ils bon. vont avoir tendance à... Bon, donc, c'est des règles comme ça, c'est des règles de prononciation, mais il n'y a pas un système de théamim distinct comme il y a chez nous. Mais tu peux pas dire que le système ici, Tamim, c'est un système musical, puisque chacun après a sa tradition musicale. Non, alors après, il peut y avoir différentes interprétations du truc, mais c'est quand même... Et c'est la même chose du coup chez Mais, les mais musulmans. regarde, Non, les, non, non, non. les musicologues, excuse-moi, hein, non, parce que ça interpelle quand même que de faire une structure fondamentale de la forme d'état mime et qui commence son enseignement là-dessus, Ouais. puisque c'est le niveau supérieur. Ouais. Bon, moi j'ai aucun avis, hein, j'écoute, j'apprends, je sais pas, mais disons, ça allait. Alors il paraît que Ovadia Aguerre, il a apporté une note de musique, c'est un des premiers. Tu as entendu parler Ovadia Aguerre, Alors, j'ai entendu parler de ça. du Rambam, je Ouais, crois. ouais. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il a, je sais pas si c'est lui qui a apporté ça, mais il est possible que ce soit lui qui ait apporté ça en Orient, en tout cas, parce qu'il est parti d'Europe et qu'il est parti en Orient, et donc on a des traces on a des manuscrits, effectivement, de notation musicale de lui. Je crois qu'on a retrouvé genre dans la Guéniza du Caire, tout ça. C'est ça. Mais Mais ça, c'est autre chose que les Ta'amim. Ouais, c'est autre Ça, chose c'est qu'à autre thème. chose. Les théamines, effectivement, c'est de la musique, mais ça ne va pas noter. Mais ça, c'est un truc très occidental de croire que noter la musique. Enfin, très occidental. Ça, à une certaine époque, en Occident, on décide que noter une mélodie, ça va être noter des hauteurs de son. D'accord, avec ce qu'on a C'est aujourd'hui. assez avec- D'accord. ancien. Do, ré, mi, C'est fa, sol. assez ancien quand même. Do, ré, mi, fa, sol. Non, c'est-à-dire il y a une théorie musicale où on distingue des hauteurs de son, mais de dire que ça, c'est la façon primordiale de noter la musique, c'est pas primordial. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a d'autres façons de noter la musique, où on va noter plutôt des mouvements. Ce D'accord. qui est local. Ce qui est le cas là, ce que tu peux avoir dans tes traditions asiatiques, par exemple, où pour le coup, ça va ressembler au théamim. C'est-à-dire que tu as une ligne de texte, et puis au-dessus du texte, on va te faire des zigouigouis comme ça qui montent en disant il faut monter en trémolo ou il faut descendre. Tu vois. Et tout ça pour dire que cette idée-là, qu'elle soit notée de telle façon ou de telle façon, ça renvoie quelque chose, quand même à quelque chose de fondamental qui est la musicalité de la langue, et que c'est porteur d'un sens en amont du discours, on va dire. Et donc, de ce fait-là aussi, ok, Pasek et Makef, mettons, ça a été sclérosé, on va dire, fixé au, je sais pas, 8e, 9e siècle. Mais en même temps, l'idée fondamentale de dire je vais marquer une pause entre des mots par un trait vertical et Bien les rassembler. voilà, et dire je vais joindre deux mots ensemble par un trait horizontal, bon, c'est une idée fondamentale, je veux dire, c'est anhistorique, j'ai envie de dire. D'accord. Et en Oui, fait, le trait. voilà. Oui, le trait, il est fondamental. Voilà. Ouais, que ce soit un trait qui est levable. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, c'est bon. Parce que de la même manière, alors tu peux remonter, enfin, tu peux aller dans une époque beaucoup plus récente si tu veux t'amuser à ça. Il y a, j'ai oublié son nom, mais il y a un signe logique qui a été inventé au début du XXe siècle, par je ne sais plus comment il s'appelle. S'appelle la barre de Baker, ou je ne sais plus comment. Petit excursus, mais c'est un truc marrant. Parce que typiquement, quand on fait du symbolisme logique, on a un signe pour « et », un signe pour « ou », et un signe pour la négation. D'accord. A et B, A ou B, ou alors non A. Et ben il y a quelqu'un qui s'est dit, qui a fait une carte de toutes les possibilités. En fait, il y a un signe qui n'est pas noté, mais qui en fait fonctionne aussi, qui est barre de Schaeffer. Voilà, la barre de Schaeffer, qui est l'inverse du et, c'est-à-dire ou A, ou B, ou ni A ni B, mais pas A et B. Et les logiciens ont démontré qu'à partir de ce seul signe-là,
on peut engendrer tous les autres. C'est-à-dire que ce trait-là qui dit qu'on va mettre un truc de séparation, que c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux, soit l'un, soit l'autre, soit ni l'un ni l'autre, mais pas les deux ensemble, c'est le signe logique fondamental. D'accord. Donc on pourrait aussi lire ici comme ça les théamim comme des signes logiques, c'est-à-dire la barre, c'est un truc qui va séparer. Et le trait horizontal, ça va être un trait d'union. Okay, donc là, on a vraiment une structure fondamentale. Et d'ailleurs, on comprend bien que ça fonctionne au niveau du souffle. Au niveau du souffle, de savoir est-ce que tu vas marquer un arrêt dans ta respiration, dans ta prononciation, ou est-ce que tu vas enchaîner les choses. Donc ça, tout ça pour dire que ça va beaucoup plus loin que juste des jeux graphiques. Oui, évidemment. Donc, ki orat apasek, hi orat havav shel ahe she nifseka venaasit les vav alfin keniskar, d'accord, parce que finalement ce que vient nous apprendre ce pasek, c'est justement cette idée qu'on a évoquée, que le he a été nifseka, qu'elle a été divisée, qu'elle a été découpée, et transformée en 6 aleph, comme on l'a évoqué. Et là, encore une fois, on comprend que c'est au niveau du souffle, c'est-à-dire que le he, ça va être une respiration continue. Le aleph, c'est Et ils vont pas mettre le soft pasouk dedans. Non, parce que le soft pasouk, ça fait pas partie des termes. D'accord. Donc, quand tu vas relier ce pasek qui est la barre verticale avec le makef qui est la barre horizontale, hem tsurat dalet echad, vi orat hot dalet shel hot a he. Et donc, quand tu vas prendre la barre horizontale du pasek et la barre verticale du pasek et la barre horizontale du makef, ça forme un dalet. Et ce dalet-là, c'est le dalet qu'il y a dans le he. Okay, donc, tout ça pour te dire aussi que ce he-là se développe. Finalement, aussi, on retrouve quelque part ce pasek et ce makef. C'est peut-être pour expliquer pourquoi c'est le « et » qui est en lien avec les Ta'amim Emsaïm. Parce qu'on a expliqué le « vav » du « et ». Non, parce que le he, il n'est pas en lien que avec les Ta'amim Emsaïm. Le he, c'est le he général de Bina, donc de Sag. Mais pour te dire que comment est-ce que, au contraire, comment de ce he naissent ces deux Ta'amim Emsaïm, c'est que on les voit dans leur forme, et on les voit dans leur fonction, parce que si on veut pousser, si on comprend bien, parce qu'on a dit que ce he, qui était le he de Bina, il se divise dans le vav de Zeir Anpin et le dalet de Nukva. Donc là, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, ce qu'on va nous dire, c'est que fondamentalement, ici, en tout cas, le vav va être un marqueur de séparation, et le dalet va avoir une ambivalence qui est à la fois séparation et union. Je ne sais pas si on peut dire beaucoup plus que ça, mais en tout cas, c'est des choses qui se mettent en place confusément. Venez à Dalet Azot, Gvar Bi'arnu le El She'ena Nifseket. D'accord? Parce que justement, vu qu'il contient le makef, c'est pour ça qu'il ne se divise pas. Omnam Yesh Orat Acheret, Elia. Vehi. Ki Kaasher Tikah He Sheben Yamin Shemispara. Eser Sfirot. Shebe Ozen, pardon. Shebe Ozen Yamin. D'accord? Donc maintenant on a développé ça. Si je peux me permettre, c'est vrai que c'est je sais pas si on peut dire ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Autant les oreilles et les yeux, le fait qu'il y en ait deux, il y a une utilité, alors que le nez on pourrait très bien avoir qu'une narine. Ouais. Parce qu'il te dit effectivement, il y a deux dimensions. Là il va passer justement, alors sans que ce soit très clair, mais à cette double dimension. Donc si tu prends le he de l'oreille droite, de l'oreille, hein, on dit au niveau des oreilles. Pourquoi il revient à l'oreille? On va voir. Chez Mispara, Eser Sfirot, Keniskar le El. He I Bechinat Yud Achat.
ותצרפנה ותחברנה עם הה שבנקב ימיני של החותם, שצורתה ד' ו', כנזכר לעיל, הרי הכל היא צורת י' ו' ד', והוא ציור א' אחד כזה. Si tu prends le hé de l'oreille, parce que fondamentalement on est tout le temps dans le hé, mais dans ce hé-là, on a vu que le hé de l'oreille, puisqu'il contient un partsouf complet de 10 sphirotes, donc on peut le considérer comme un yud, et que tu l'associes avec le hé de la narine qui là se développe non pas comme un yud, mais comme dalet et un vav, donc ça te donne un yud, un vav et un dalet, et avec un yud, un vav et un dalet, tu peux écrire un aleph. C'est-à-dire que la tête du aleph va être le yud, la barre transversale du aleph va être le vav, et le pied du aleph est un dalet. Le pied du aleph, c'est un dalet. Oui. Pour le nom, on a dit que c'était deux yudim. On a dit que c'était deux yud. Alors, parce que justement, comme il te le dit, comme il essaie de l'expliquer ici, le dalet peut se développer de différentes manières. Comment le dalet, oui, c'est le makef. Le aleph peut se développer de différentes manières. Le aleph peut se développer de différentes manières. Tu peux le lire comme un... Et c'est ça qu'il va dire, tu vois, il a dit ça. Are akol itzurat yud. Ve'i tziur aleph achad keze. Shitsurata yud vav dalet. D'accord? Yud en haut, vav au milieu, dalet en bas. Gam im tikach yud shebenekev ozen small v'tichaberena im vav dalet shebenekev chotam small. Are aleph sheni. והרי יש שני מיני אלפין שציורן י' ו' ד', d'accord? Donc, le aleph, en fait, ce qu'il veut te dire, c'est qu'il y a plusieurs aleph. Et ça va jouer un rôle fondamental après. On le verra avec Drat Hashem. Après Purim, on fera un excursus sur Kavanot à Pessah. Simple. Mais on verra que cette question de comment est-ce qu'on développe le aleph joue un très 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 grand rôle dans les kavanot. Est-ce qu'on le développe en yud vav yud ou est-ce qu'on le développe en yud vav dalet? Et là on te dit non seulement ça, mais en réalité... Une seconde. Où il y a un dalet sur la barre en bas gauche. Alors attends, À l'envers, un petit dalet à l'envers. Attends, je peux dessiner Oui. sur ton... Attends, note, gribouillage. Comment je gribouille là-dessus? C'est une bonne question. Hop, gribouillage. Ok. Donc tu vas avoir le yud comme ça, hop là. Hop. Ah, j'ai raté forcément. Tu as le yud comme ça, tu as le vav comme ça, et tu vas avoir tu vois, je l'ai fait un peu trop exagéré, mais... Comme tu vois d'ailleurs dans certains manuscrits ashkénazes. D'accord. Tu vois, tu as déjà vu des trucs comme ça? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Hein, tu as parfois cette forme-là. Hop, mais au niveau des sofrim, c'est... Tu vois, parfois tu vois comme ça, des choses comme ça. Ah oui, mais au niveau des sofrim, c'est faisable un truc comme ça? Est-ce que les khatrila, il faut faire comme ça? Je ne sais pas, mais est-ce que Bediavad c'est caché? Oui, a priori, oui. A priori... Moi j'ai déjà vu des trucs comme ça. Alors tu sais qu'il y a, de toute façon, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on a des traditions qui sont très appauvries par rapport à ce qui existait avant. Tu nous as dit ça, oui. Ouais. C'est le Beth Yosef, il a mis de l'ordre là-dedans. Le Beth Yosef, il a fait son job de Beth Yosef, qui est de prendre les sources de la Gemara et des Rishonim et de faire une synthèse théorique. Ouais. Mais en réalité, il y avait plein d'autres traditions. Notamment quand... j'en ai parlé comme ça, un bête avec 4 tagines, machin, il y a des P avec un autre P dans la boucle, des chètes avec des griffes en bas, il y a des trucs de fou. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a un Aleph peut avoir un Dalet en bas. Ouais. Et non seulement ça, mais en réalité, un Aleph qui s'écrit Yud Vav Dalet, il y en a deux. Ça peut renvoyer à oreille et narine droite ou oreille et narine gauche. D'accord.
הרי יש שני מיני אלפים שבצורם יוד, d'accord. Voilà. יוד וו דלת. ואם תצייר בציור אחר, והיא שתיקח יוד של אוזן שמאל ווו של נקב חותם שמאל ויוד של אוזן ימינית, הרי א' שצורתה יוד וו יוד. Donc si, au lieu de prendre un truc latéral, oreille droite, narine droite, oreille gauche, narine gauche, et que tu fais à l'inverse un passage de l'oreille au nez, que tu fais oreille gauche, narine gauche, oreille droite, tu obtiens yud vav yud. Et à l'inverse, si tu fais oreille droite, comme il le dit après, ואם תצייר גם אם תיקח יוד של אוזן ימין ויוד של נקב חותם ימין ויוד של אוזן שמאל, הרי א' שני בציור יוד וו יוד, והרי שני אלפים בציור יוד יוד וו. יוד וו דלת ושני אלפים בציור יוד וו יוד, הרי ארבע אלפין. Alors, ça c'est important parce que ça veut dire donc, et essayons de relier avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a, ok, déjà, première chose qu'on apprend, c'est que Aleph peut s'écrire soit Yud Vav Yud, soit Yud Vav Dalet. Et que, en réalité, même quand c'est Yud Vav Dalet, ça peut être soit côté droit, soit côté gauche. Et quand c'est Yud Vav Yud, ça peut être soit un mouvement de l'oreille gauche vers l'oreille droite, soit un mouvement de l'oreille droite vers l'oreille gauche. Mais plus important que ça, ce que ça nous apprend en plus, c'est que la dynamique est différente. D'accord ? C'est que Yud Vav Dalet, ça va être un mouvement qui est strictement descendant. On va du Yud de l'oreille au Vav, qui est l'expression du nez, proprement dit, au Dalet, qui est l'expression de Malchut, qui n'est pas encore développée. Donc c'est un mouvement strictement hiérarchisé. Alors que Yud Vav Yud, on part de l'oreille, on descend vers le nez, on remonte vers l'oreille. Et c'est peut-être pas sans rapport avec ce qu'on a dit aussi là, avec ce pasek et ce makef, puisqu'on a dit que ce pasek c'était une barre verticale, donc ça montre un mouvement du haut vers le bas, et le makef c'est un mouvement horizontal. D'accord ? Donc on a en tout cas moi j'ai l'impression confusément qu'on pourrait dire que le Aleph qui s'écrit Yud Vav Dalet, il est plus lié au Pasek, et celui qui s'écrit Yud Vav Yud, il est plus lié au Makef. Yud Vav Yud, c'est Makef. Oui, puisque ça va de l'oreille à l'oreille. Oui, donc c'est une barre horizontale. Yud Vav Dalet, ça va de l'oreille au nez, en fait à la bouche, et donc c'est Pasek. On a dit que les oreilles, c'était par rapport, c'était Tamim et Lyonim. Oui, mais là alors parce qu'en fait, c'est maintenant qu'il nous a expliqué les choses, là où il veut en venir, c'est là le mouvement général de ce dernier paragraphe, comme il va l'expliquer après, c'est de dire attention, bon, c'est vrai que là on a discuté sur le nez, mais il faut bien comprendre que les oreilles et le nez et la bouche, tout ça c'est lié. Donc tu as et que donc oui, c'est vrai qu'il y a un Aleph qui se construit au niveau du nez seul, comme on l'a vu. D'accord, c'est parce que c'est la même chose finalement, d'accord. Les deux narines et la cloison nasale, ça fait Yud Vav Yud, et les deux oreilles et le nez, ça fait Yud Vav Yud aussi. Donc on est, donc fondamentalement c'est le même schéma. Mais ce qu'il veut te dire, c'est que ce qui existe au niveau pratique du nez, c'est une structure qui existe aussi au niveau plus clali des oreilles et du nez et de la bouche, parce qu'il veut arriver à la bouche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, d'accord ? Et donc maintenant, on a 4 aleph. Ve'em morot al ksad gilouy adalet shel he shebechotem sheniglit me'at, aval lo niglit legamre kemo avav shel he shebechotem, d'accord ? Et donc finalement, le fait que tu puisses combiner les lumières des oreilles et les lumières du nez pour former un aleph de 4 manières différentes,
anticipe déjà le dévoilement de la dimension qu'on n'a pas encore atteinte, qui est celle de Dalet, qui va être de Nukva, qui va être celle de la bouche. Okay. Donc tout ça pour te dire que tout est lié. Et de la même manière, tout à l'heure, j'ai dit que donc, le Yud Vav Dalet, c'était une dimension verticale, ça correspondait à Makef, alors que Yud Vav Yud, c'était ça pas sec, alors que Yud Vav Yud, c'était une dimension horizontale, ça correspondait à Makef. Ça se retrouve aussi fondamentalement dans la polarisation, puisqu'on a dit que Yud Vav Dalet, c'était soit que côté gauche, soit que côté droit, alors que Yud Vav Yud, ça implique toujours un mouvement de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. D'accord et donc là aussi, on retrouve vraiment ces deux dimensions fondamentales qui vont être cette idée de séparation de la gauche et de la droite, ou au contraire d'union de la gauche et de la droite. Alors, donc cette dynamique fondamentale finalement de Chassadim et de Gvurot déjà. De ce que, comment il s'appelait, c'était Empédocle qui parlait de l'amour et de la haine comme éléments fondamentaux. J'ai des souvenirs quand même. Ok, donc Omnamikak. Encore des éléments, c'était des racines. Les rhizomes. Ouais, comment il a, c'est quoi le mot grec? Rhizome. Shorashim donc. Omnam ikar gmar giluyam hu les mata. Alors, ouais. Une seconde. Donc ça veut dire, lui veut dire qu'il y a comment dire, il y a plus un gilouille, le dalet du et dans le chotem et se dévoile un peu, mais c'est surtout le vav qui se dévoile. Maintenant, c'est le dalet qui va se dévoiler plus. Voilà. D'accord. Voilà. Comme il dit, omnam ikar gmar giluyam hu les mata beorot ape. Kemo chez Nidbaer les matins. Bedrat Hashem. L'essentiel du dévoilement de ces dalets et des 4 élèves du dalet, ça va être au niveau de la bouche. Veda, ki eser sfirot elu shel orot haoznaim, kol zman shem nimshachim ad gevul achotam, az hi yahidi bifne atzma. Aval kasher nimshach mi gevul achotam, ולמטה עד שפילת הזקן, אז מתלבש אור האוזן עם אור החותם בתוכו, ונעשה אליו בחינת נשמה פנימית אליו. Tout ça pour... Là, il le reprend sous un autre paradigme. Il nous a parlé ici d'association de lettres, que le yud et le vav dalet du nez, ça formait quelque chose. Et que donc on comprenait bien que le fait que les lumières, le yud des oreilles avec le vav du nez amenait au dalet de la bouche, maintenant il l'exprime sous un autre mode, d'accord, pas en termes de sirouf à otiot, mais en termes d'un terme qui est très important, qui va s'appeler mitlabesh. La hitlapshut, le fait de s'habiller d'eux, de se revêtir d'eux, de s'envelopper de quelque chose. Et donc, fondamentalement, les lumières des oreilles, tant qu'elles n'ont pas encore atteint le domaine du nez, alors elles existent de manière isolée. Quand elles arrivent au niveau du nez, alors c'est pas qu'elles vont recouvrir la lumière du nez, au contraire, elles vont s'envelopper dedans. Et cette hitlapshut, c'est une notion absolument fondamentale, qui est la notion du vêtement. Oui. C'est quoi le vêtement? Le vêtement, il a une double fonction. Il cache et il permet de se révéler, de s'exprimer, etc. C'est-à-dire que le vêtement cache la nudité. Donc, tu ne vois pas la personne telle qu'elle est vraiment quand elle est habillée. Mais en même temps, le vêtement va être une expression, parce qu'en tant qu'il est choisi, il est une expression de ce que la personne est. Alors peut-être que c'est une expression de ce que la personne voudrait être. Il y a un paradoxe, c'est que le vêtement recouvre et cache, et il dévoile. Il dévoile. Déjà en termes le plus fondamental, il permet une vie en société. C'est-à-dire
En tout cas, aujourd'hui, nous, dans notre humanité non primitive, tu ne peux pas vivre avec les autres si tu n'es pas habillé. D'accord ? C'est ça qui te permet l'interaction. Et en même temps, donc, ça cache la nudité. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée-là que la vérité nue du corps est insupportable. Et en même temps, le vêtement va, paradoxalement, exprimer quelque part plus que la nudité. Parce que le corps nu exprime une certaine vérité de l'individu. C'est vrai. Dans sa fragilité, dans le fait qu'il ne peut pas mentir sur son corps. Mais en même temps, le corps d'une personne, fondamentalement, ne dit rien de la pnimi ou d'une personne. C'est ce que je veux dire. Donc c'est un mensonge quelque part. Donc, juger les gens sur leur corps, c'est fondamentalement injuste ou idiot. Ou, tu vois, quel rapport entre le fait que telle personne ait un beau corps ou un corps ou qu'il ait un corps de telle couleur ou de telle forme te dit quelque chose sur sa neshama? Rien, finalement. Et le corps est déjà un habit à C'est ce que Neshama. disent les textes. Hein. Bah, j'essaye de déblayer le truc, tu vois. Cette notion d'habit, c'est... comme tu le dis, c'est vraiment... C'est la première fois qu'on le voit, le mot. Ouais, c'est la première fois qu'on le voit. Parce que là, c'est extrêmement important. Nous, on a travaillé ça dans le petit livre que j'ai publié là ces derniers mois, sur l'histoire que celui qui ait fait attention au tzitzit méritera un bel habit, et le Maharal explique que c'est très atamétim. Alors, mais donc ça veut dire, le Maharal explique, c'est quoi? Parce que c'est développer l'habit, le kavod, c'est le kavod. Or, le kavod, il est extérieur à nous, dans Olam Hazé. Et dans Triat HaMetim, le kavod va être intrinsèque. C'est la neshama qui s'appelle kavod, va transformer le corps qui sera entièrement kavod. Et c'est les tzitzit qui nous font développer. Il y a 32 fils qui ont la valeur numérique de kavod. Donc la mitzvah tzitzit fait développer en nous la dimension de développer la dimension de la neshama et du kavod. Alors tout le monde me pose la question, et les femmes, elles n'ont pas la mitzvah tzitzit. Alors j'ai proposé comme démarche, si je peux me permettre, que j'ai entendu de Rav Wolbe que les femmes ont plus une sensation, globalement, majoritairement, du kavod, de la tzniut, etc. Justement, paradoxalement, comme toi tu as dit, que naturellement, une femme comme la Torah l'entend, elle a du mal à se mettre nue. C'est parce que c'est un mensonge quelque part. Et on voit que chez les femmes, l'habit, c'est toute une métaphysique, les habits chez les femmes. L'homme, il doit nourrir sa femme, vêtir sa femme. Donc on voit que pour une femme, c'est presque aussi vital que manger. C'est vital pour une femme. Pour un homme, il s'en fout. Pas tout le monde. Exactement. Majoritairement, on pourrait dire. Un bachour, il change de chaussettes 2 fois par an. Mais bon, une femme tous les jours. Enfin, de vêtements, quoi. Donc, pourquoi Rav Wolbe dit? Parce que la femme, pourquoi elle a la sensation du kavod? Parce qu'elle amène la neshama dans le monde. Donc, paradoxalement, l'habit, la chashivut de l'habit, est le révélateur de l'âme. C'est paradoxal, puisque tu le caches et c'est le révélateur. Oui, puisque finalement, tu vas t'habiller en fonction de ce que tu veux exprimer, de ce que tu es vraiment ou de ce que tu voudrais être. Alors, ça peut être un mensonge, ça peut être un déguisement, ça peut être un subterfuge, mais en général, on essaye de donner à travers le vêtement
la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure image de nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on voit dans les halachot, c'est-à-dire que tu peux pas t'habiller n'importe comment. Tu dois t'habiller, un Talmid Chacham, il doit s'habiller d'une manière qu'il n'a pas des taches sur ses vêtements, parce qu'il représente Kavod Torah, donc il doit incarner par le vêtement. Voilà. Et de la même manière, on sait qu'il faut s'habiller en juif, parce que c'est ça qu'on va projeter à l'extérieur, et ça va avoir une hashpa sur notre neshama. Et pour revenir à cette histoire effectivement de Chalukah des Rabbanan, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on appelle Chalukah des Rabbanan avant même Triat HaMetim, c'est le sorte de corps éthéré dont la neshama va s'envelopper au Gan Eden après la mort. Donc c'est un corps spirituel qui est constitué de quoi? Des mitzvot qu'on a faites. Donc effectivement, de cet habit social très spécial qui est de qu'est-ce que tu fais de ta vie. C'est ça qui va constituer ton corps ou ton vêtement après la mort, et c'est ça qui va redevenir une réalité matérielle après Triat HaMetim. Et pour revenir sur les femmes et les tzitzit, je ne peux pas m'empêcher de citer un chidouche de mon fils d'il y a 2 ans déjà, à propos de Kitissa. Tu vois. Kitissa, et il m'a dit, voilà, les hommes, pendant le Chet HaEgel, ils ont donné leurs bijoux, etc. Donc pour réparer la faute de Chet HaEgel, il faut qu'ils mettent la kippa et les tzitzit et les tefillin. Mais comme les femmes, elles ont refusé de donner leurs bijoux, alors elles n'ont pas besoin de faire de shooting. Voilà. Elles n'ont pas besoin de tzitzit et tefillin parce qu'elles n'ont pas de tikkun à faire là-dessus. D'accord, mais ça à voir, effectivement, c'est le même sujet. C'est le même sujet, c'est-à-dire que finalement, voilà, Chet HaEgel, ça a été Chet HaEgel, c'est le problème de la représentation, typiquement. C'est le problème de la représentation. C'est-à-dire que ils se sont dit, voilà, au début, on avait une parole divine qui était portée par Moshe Rabbeinu. Il n'y a plus Moshe Rabbeinu. Il faut absolument qu'on ait un keli dans lequel la Shekhinah va être mitlabeshet, quoi. En tout cas, les hommes ont ressenti ça. Et donc, ils ont donné leurs bijoux, leurs éléments d'apparat pour donner un keli pour la divinité. Les femmes ont dit non, pourquoi? Il n'y a pas besoin. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce qu'on va retrouver là, typiquement, c'est ça, cette notion de hitlapshut, ça va être la notion même de tikkun, c'est-à-dire que des choses qui sont impossibles à percevoir et donc impossibles à s'exprimer quand elles sont nues, parce que cette nudité est insupportable, parce que ça dit une certaine vérité qui empêche le face-à-face, en quelque sorte. Alors, elle va s'envelopper dans quelque chose qui est en apparence moins essentiel, qui va être un habit, etc., mais qui va lui permettre de s'exprimer. Et justement, tout ce qu'on nous décrit ici, c'est de nous dire, ne crois pas que cette hitlapshut, ça va être, c'est un élément A qui s'enveloppe dans un élément B qui n'a rien à voir, puisqu'on t'a bien montré que finalement, il y a une unité. C'est ça que veut dire aussi ce Aleph qui est formé par ce Yud de l'oreille et ce Vav du nez et ce Dalet de la bouche. D'accord, ça forme et cette unité-là, elle est construite par cette hitlapshut. Okay. Est-ce qu'on pourrait dire que la hitlapshut, que le vêtement de notre intérieur est le souffle et la parole? Parce qu'en fait, ce qu'on pense, personne ne le sait. L'expression va tout à fait. imager ce qu'on pense. Oui, bien sûr qu'effectivement, là, et d'ailleurs, on a bien vu que c'est ce qui était dit, c'est que ces lumières qui sortent de l'intériorité, elles ont une dimension de yosher qui vont directement, d'accord. On va dire que ce serait l'expression proprement des trucs. Mais qu'elles ont aussi une dimension de Higulim qui va environner tout le corps de Adam Kadmon. Bon. On dit, il y a un mode d'expression, il y a un mode d'impression, si on veut dire, qui est aussi de l'ordre du nébuleux dans le langage. Quand on dit des choses, il y a ce qu'on dit. Et puis, il y a tout ce nuage de sens autour du langage qui est... à la fois que les mots n'épuisent pas, mais qui ne sont pas quelque chose d'autre que les mots, puisque c'est les mots qui le portent, quoi.
Et donc, de ce fait, on comprend que la lumière de l'oreille va former la neshama de la lumière du nez. וכן אור החותם כשנמשך מגבול הפה ולמטה, מתלבש הוא באור הפה, ונעשה בחינת נשמה פנימית אל אור הפה. De la même manière, on va voir donc la lumière des oreilles qui va être mitlabesh dans la lumière du nez, la lumière du nez qui va être mitlabesh dans la lumière de la bouche. גם דע כי אז האור היוצא מתוך אדם קדמון הזה, הנה כולו אור אחד. רק כי על ידי התרחקותו ירידתו למטה, היא מתעווה בעיווי אחר עיבוי plutôt. Parce que fondamentalement, on ne va pas croire que parce qu'il y en a une lumière de l'oreille qui est mitlabèche dans la lumière du nez, et la lumière du lait qui est mitlabèche dans la lumière de la bouche, et que donc chacune devient la neshama par rapport à l'autre, ça veut dire qu'elle serait d'essence différente. Non, je te dis bien, c'est la même lumière intérieure d'Adam Kadmon qui s'exprime à l'extérieur sous différentes modalités, plus ou moins grossières. כיצד האור היוצא מן האוזן יזך מאוד כאשר נמשך האור הזה בפנימיות אדם קדמון עד הגיעו אל החותם ויוצא קצת דרך שם, הנה אף על פי שהיא אור אחד שווה עם כל זה מחמת הריחוק שנתרחק ימשך יותר למטה ונתהווה יותר בצאתו משם. וכן על דרך זה בהתפשטות יותר למטה עד הפה, ויוצא קצת דרך שם מתעבה יותר מחמת התרחקותו ממקום העליון, אבל לא לסיבת בחינת האור בעצמו, כי כולו שווה, כנזכר אך המשכיל יבין. Donc, on comprend bien que c'est la même lumière qui s'exprime de différentes manières et qui donc, et ces différentes modalités vont être la neshama de l'une pour l'autre. Mais fondamentalement, c'est la même lumière. On remarque bien que là, il a parlé que de Ozen et Chotem et P, où en réalité, c'est que des expressions de Shem Sag, pardon. Il n'a pas forcément dit que cette identité d'essence était valable entre Av et Sag. D'accord. C'est une question qu'on peut avoir. C'est quoi la question? Question... Il a parlé que des trois niveaux à l'intérieur de Sag. Voilà. C'est-à-dire Ozen, Chotem, P, mais Av qui est les Mahala, ouais. Il ne dit pas que c'est la même Or. Voilà. Il ne dit pas que c'est... pour l'instant, pourtant on sait que c'est... On sait qu'à l'intérieur de Adam Kadmon, c'est Mbit Labesh. D'accord, c'est-à-dire que ça, on a vu qu'à l'intérieur de Adam Kadmon, le Shem Av, il va de tout en haut jusqu'à tout en bas, et que le Shem Sag, il enveloppe le Shem Av à partir de Sag des Av jusqu'en bas, qu'ensuite Ma et Ben, ils enveloppaient le Shem Av à partir de Ma et Ben. D'accord. Donc à l'intérieur de Adam Kadmon, oui, il y a cette itlapshut. À l'extérieur d'Adam Kadmon, on nous dit qu'il y a une expression à partir de Ozen dont on peut parler, qu'il y a une itlapshut de Ozen dans Chotem et dans P. Est-ce qu'il y a une itlapshut de Av qui s'exprime au niveau du crâne dans Ozen? Ça, on ne sait pas. On sait pas. Je chercherai justement. J'ai vu que c'était une question, j'ai pas vu s'il y avait une réponse. D'accord. אבל לא, כי כולו שווה כנזכח. אך המשכיל יבין, כי אור המוחין נקרא אב, ואור הזה נקרא סג, ודי בזה. En fait, c'est là-dessus qu'il commente. Mais celui qui comprend un petit peu ce qu'on est en train de faire, comprendra que la lumière des mochines, c'est av, alors que la lumière dont on parle ici, c'est sag, v'dai baiser. Donc autrement dit, voilà, c'est pas... ce qu'on vient de dire ici au niveau de Ozen Chotem P, au niveau de Sag, c'est vrai au niveau de Sag parce que c'est une seule lumière, et que donc la différence d'essence, elle n'est qu'une différence de modalité, alors que Av, c'est plus qu'une différence de modalité a priori. Est-ce que ça interdit qu'il y ait une itlapshut? Pas forcément, mais ça a l'air de vouloir dire que finalement, il y a deux
types de Hitlapshut. Il y a une Hitlapshut à l'intérieur d'un même Shem, d'accord, des différentes modalités d'un même Shem, et une Hitlapshut entre Shemot différents. Et Mistama, il y aura une nafkamina à ce niveau-là, quoi. Pour l'instant, il n'en dit pas plus. Alors maintenant, on attaque Sha'ar HaAkudim, qui est un peu le gros morceau de ce début. Donc, Perek Aleph. V'achar kach, ba'im ate'amim atachtonim, shim tachat haotiot. Qu'est-ce que ça veut dire le mot akudim? On voit le akudim, berudim, etc. Voilà. Dans les bâtons. Nekudim, akudim, berudim, effectivement, c'est ça la question. Dans les troupeaux. Exactement. C'est de Yaakov Avinu, Parashat Toldot. Dans Parashat Toldot, quand Yaakov Avinu va multiplier le troupeau en fonction des critères qu'il a convenus avec Lavan pour savoir lesquels étaient les siens, il y a cette histoire hyper chelou. C'est important que ce soit une histoire hyper chelou. Qu'il va mettre des bâtons de bouleau à l'écorce un peu enlevée, etc. Et qu'en fonction de ça, les brebis, elles vont voir ça dans l'eau et elles vont enfanter des agneaux qui vont être soit akudim, c'est-à-dire qu'ils ont des espèces de bandes, quoi. Des choses akudim, c'est comme Akedat, c'est qu'ils sont liés. Ou Nekudim, donc ils sont. On ne dit pas aussi qu'il y en avait des faibles et des forts. Akudim, ça ne veut pas dire faible en vérité aussi. Moi, ce que j'avais compris, c'était les motifs qu'il y avait sur leur truc. Alors, c'est possible qu'il y ait différents pchats. Hein. Ça arrive qu'il y ait différents. Non, Atoufim, pardon. Atoufim. L'Atoufim, c'est les faibles. Ouais. Atoufim. Ouais. Atoufim, il est laissé à Lavan parce qu'ils étaient faiblards. Autant pour regarder. Est-ce que c'est... Autant prendre mon Tsukim. Non, c'est pas dans Toldot, c'est dans Vayetse. Forcément. Donc, c'est dans Perek Lamed, dans les psukim vers Lamed Zayin, ok? Vaikach lo Yaakov makal livne lah veluz ve'ayarmon ve'ifatzel bahen petzalot levanot mahsof alavan asher ala maklot. ויצג את המקלות אשר פיצל ברחתים בשתקתות המים אשר תבונה הצאן לשתות לנוכח הצאן ויחמנה בבואן לשתות ויחמו הצאן אל המקלות ותלדנה הצאן עקודים נקודים ותלויים. C'est pas dans ton autre, c'est Vayetse, pardon. Ouais, dans Vayetse. והכבשים יפלו יעקב ויתן פני הצאן אל עקוד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדדים לבדו ולא שתן על צאן לבן והיה בכל יחם הצאן המקושרים ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברחתים ליחמנה במקלות והעטיף הצאן לא ישים והיה עטופים לבן והקישורים ליעקב. Après, ça vient effectivement que les faibles, il va les laisser à Lavan, et ceux qui sont keshurim. Mais alors l'expression, là il dit Akudim, Nekudim ou Tlouim. Et Berudim. Ouais, où tu vois Berudim. Il y a Berudim quelque part. Ouais. Parce qu'en général, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est le pasouk Yud. Ah, c'est bien avant. Chapitre la Medalef. Ah, la Medalef juste après. ויבט יחם הצאן נקודים נקודים ברודים. עקודים נקודים ברודים. Donc a priori, Akudim ça veut dire qu'ils ont des bandes. Nekudim c'est qu'ils ont des poids. Et Berudim c'est comme Barad, c'est un truc un peu éclaté quoi a priori. Des taches irrégulières. Comme ça je pense qu'il traduit Rashi. Atudim.
חוט של לבן מקיף את גופו סביב, וחברות שלו פתוחה ומשולפת מזו על זו. Comment il traduit avant? C'est pas tacheté, simplement. Je ne sais pas ce qu'il dit là, regarde ce qu'il dit. Il dit, en traduction, la Art Scroll, oh, voici que les béliers qui fécondaient le bétail étaient cerclés, pointillés et rayés. Mais Rashi, regarde ce qu'il dit, j'ai pas compris ce qu'il dit. Broudi, il me dit que Tarkumo ou Fetsihin. Fetsihin, c'est quoi? Ça veut dire. Je sais pas, ça veut dire. Fessé Belaraz. Khut Shel Lavan, il y a un fil blanc, Makif et Goufo Salif, qui fait le tour de son corps. Hebar Berot Shelo Petuha ou Meshulefet Mizo Ezo. Et donc sa ceinture, en quelque sorte, son union, elle est ouverte et scindée d'un côté et de l'autre. Ven li leavi aïd minamikra. J'ai aucune source ailleurs dans la Torah qui expliquerait Berudim. Voilà. Et Akudim, il dit, Meshunim bimkom akidatan. Hem kersule yedehem veraglehem. Ah, ça, c'est les pattes. Akudi, voilà, ça veut dire que les pattes, aux pattes, il y a, comment dire, un petit liseré brun. Voilà. Comme si elles avaient, si elles étaient entravées, quoi. Okay. Et Broudim, alors effectivement, c'est plus, elles ont une espèce de tache circulaire au niveau du corps. Alors pourquoi je dis que c'est une histoire chelou? Parce que typiquement, qu'est-ce que va faire la Kabbalah? Elle va prendre les épisodes a priori les plus bizarres et inutiles dans la Torah et te montrer qu'en fait, ça contient des sodotes. Ouais, comme les rois de Sodome. Les rois d'Édom, où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de cette liste de rois? On va te dire, ça contient des sodotes. Okay. Et je dis ça parce que c'est pas innocent, c'est très important, c'est fondamental dans le projet de la Kabbalah elle-même. Le projet de la Kabbalah elle-même, c'est avant tout de rendre compte de choses qui ont l'air de ne pas faire sens. Rabbi Chaim Vital, il dit ça dans l'Akdama de Etzraïm. Il dit, on a besoin de donner des ta'amei à mitzvot. Parce que sinon, quand la Gemara dans Rosh Hashanah, elle nous dit pourquoi on sonne le shofar? Tu poses la question, pourquoi on sonne le shofar dans Rosh Hashanah? La première réponse, c'est pourquoi on sonne le shofar? Parce que Hachem nous a demandé de sonner le shofar. Pourquoi tu poses la question? Non, c'est quoi le ta'am? Pourquoi on sonne le shofar? C'est une histoire d'être mébalbel et à Satan. Ça, on connaît. Et Rabbi Chaim Vital, il dit le problème, c'est que quand tu dis ça, en face, tu as des goyim qui sont au courant de ce qu'il y a dans la Gemara et qui te disent oui, les superstitions juives, genre tu vas souffler dans une corne et ça va être mes balbelles de Satan, n'importe quoi. Donc la Kabbalah, elle a pour objectif de venir expliquer le sens profond de ces choses-là et de l'intégrer dans un système. Donc le but de la Kabbalah, c'est de sortir des absurdités apparentes de la Torah ou de la tradition rabbinique en donnant une unité de sens. Et voilà, c'est là. Et donc à la fois ça va être ça va avoir pour objectif finalement d'enrichir le sens de toute la Torah. Mais donc, paradoxalement, ça va être particulièrement visible dans les trucs qui, au niveau pshat, ont le moins de sens. Oui, mais d'ailleurs aussi, au niveau de la Gemara, tu as les passages qui sont les moins intuitifs, quand on les étudie de manière approfondie, qui sont les plus riches. Ouais. Souvent. Il y a des trucs, tu te dis, ce sujet, j'ai envie de le sauter, quoi. Ouais. Et ben, il ne faut pas. Parce que là, c'est les plus qui nourrissent le plus, souvent. C'est souvent la clé, quoi. Parfois, comme ça, en fin de Sougia, tu as l'impression, bon, ils ont rajouté des trucs au hasard. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup appris en enseignant la Gemara, c'est-à-dire que souvent, quand certains enseignent la Gemara,
ils ont une lecture très fragmentaire, quoi. C'est-à-dire, bon, on prend un sujet, puis après on passe à une autre souga, et puis on passe à une autre souga, etc. Mais en réalité, les sougiotes, elles sont liées, il y a un ordre, c'est pas... les gens s'imaginent qu'il n'y a pas de céder dans la Gemara, que les Chachamim, ils ont jeté ça comme ça en vrac pour nous embêter. Non, il y a un vrai céder dans les sougiotes, et quand tu travailles sur cette question du céder, et en particulier parfois tu as fait une souga hyper classique et ensuite ça enchaîne sur une souga que personne ne fait jamais parce que ça a l'air d'être complètement secondaire et que tu réfléchis au lien entre les deux, c'est toujours des choses incroyables. Et typiquement, c'est ce que le Harizal va appeler le travail sur les clipotes, ça. Sur les clipotes. C'est-à-dire sur l'idée que sur les écorces, quoi. C'est-à-dire que typiquement, le travail du limoud d'Agmara en particulier, ça va être ça. C'est-à-dire c'est s'affronter à des trucs qui ont l'air durs et secs et sans intérêt. Et que quand tu vas travailler à ça, et à casser ces écorces-là pour trouver la plimiout de la chose, alors c'est ça le tikkun de la Gemara. C'est pas seulement le fondement de la lacha. Non, c'est pas seulement le fondement de la lacha, et ça remonte au Zohar. Le Zohar, il a une parabole très importante là-dessus. Il te dit, quand on te parle dans le Shibud Mitzrayim, Chomer Belevanim. voilà, Chomer Levanim, et voilà. Mais c'est dans le Zohar à la base, c'est dans Tikkun Zohar, d'accord. Chomer Levanim, c'est Levanim, c'est l'Ibuna Halacha, et le cache dont on te parle, la paille, c'est les couchiotes de la Gemara, et que finalement il y a une avoda qui a l'air extrêmement pénible et peu satisfaisante. Voilà. Parer, c'est picha. Ouais, parer, c'est picha, c'est l'objection dans la Gemara. Donc ça, c'est vrai que ça relève du shiboud parce que c'est un travail qui est pénible, que tu peux considérer comme peu satisfaisant, etc. Mais qui en même temps est essentiel. Mais ce qui est essentiel, dit le Zohar, c'est de comprendre qu'en particulier se cache cette paille. Cette paille, elle vaut parce qu'elle porte le grain. Et donc quelqu'un qui fait que de la Gemara, ou voilà, que du niglé, et qui va travailler que là-dessus, alors lui, il est dans le shiboud, effectivement, parce qu'il se casse le dos à faire un travail pénible, et puis ce qui doit être porté par tout ça, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là, la pnimiut à Torah, le sens que ça a, tout ça, ça l'intéresse pas. Donc c'est comme quelqu'un, il dit, il y a des phrases terribles dans le Zohar. Il dit, il y a un texte comme ça dans Yeshaya, toute leur je sais pas quoi est foin. Et le Tikkun Zohar, il dit, ils sont bêtes à manger du foin. C'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse que aux couchiotes de la Gemara, qui s'intéresse qu'aux caches de la Gemara, c'est comme un animal qui mange du foin. Il ne voit pas que la paille de la Gemara, c'est ce qui porte le grain de la Kabbalah. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, évidemment, on ne te dit pas du tout ça. On ne te dit pas du tout qu'il ne faut pas faire de Gemara, qu'il faut faire que de la Kabbalah. Mais on te dit, il faut que tu fasses les deux. Des fois, dans l'approfondissement de la Gemara, on découvre un sod interne. Exactement. À l'intérieur de la Gemara et si tu n'as pas des notions de Kabbalah. Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est pas. Voilà, il ne faut pas croire que c'est que quand on dit Gemara et Kabbalah, c'est le texte du Chasse et le texte du Etzraim. C'est inverse. Tu peux faire du Harizal en l'étudiant comme une Gemara, en étant juste que dans de la technique, sans jamais réfléchir à ce que tout ça veut dire. T'as entendu parler de Rabat Bidbol à Strasbourg? Ça c'est, disons, je dirais, moi j'ai senti que c'est un des grands ridouches dans l'étude de Gemara de Rabat Bidbol. C'est que quand nous on étudiait avec lui, il ne s'arrêtait pas tant qu'on n'a pas touché le point subtil, l'intérieur de la chose. Il ne lâchait pas le morceau. Des fois, on commençait le shiur, disons, une souga, on était 25, à la fin, on était 2. Oui, parce qu'effectivement. Il ne supportait pas que ça prenne tellement de temps. Mais ça, il ne lâchait pas le morceau jusqu'à ce qu'on trouve
le germe, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça demande du temps. L'âme du Ouais, sujet. ouais. Et ce travail-là, c'est vrai qu'il prend du temps, et c'est vrai que malheureusement, dans une bonne partie du Olam Alimoud, c'est pas fait, quoi. C'est-à-dire qu'on t'apprend Non, mais ça dépend aussi du bicouche de chacun, de, 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 comment dire, de la nécessité de chacun. Il y en a peut-être ça leur suffit, et puis voilà, tout va bien. Ouais, et Nachinami, non, c'est sûr que c'est que bon, oui, on peut dire ça, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont bêtes à manger du foin. Ouais, c'est Non, sûr, c'est pourquoi sûr. ça a été, le mont Litaï, il a été construit de cette façon-là, c'est ça la question. Pas vraiment, parce que... Eux, ils connaissaient tout, peut-être, mais l'enseignement n'était pas forcément... bon, là, c'est une question, ça veut dire, tu vois, par exemple, il y a un grand Rosh Yeshiva avant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Rav Yosef Leib Bloch. Il a écrit, ses cours ont été rédigés, ça s'appelle Shiorei Da'at. Ouais. C'est Lui, très très il bien. dit, dans un de ses shiurim qu'il faisait à l'Yeshiva de Tels en Lituanie, donc ça c'est lituanien de lituanien. Il dit, si on étudie un sujet et qu'on ne perçoit pas qu'on a touché un sod, ça veut dire pas le sod, mais un sod, c'est qu'on n'a pas étudié. Lui, il le dit. Hein. Et il donne des exemples. Et tu vois bien. Tu vois par exemple le Natsiv. Le Natsiv, c'est le Emek Davar. Hein. Pendant tous ses livres, tu vois que lui il va jusqu'au fond des sujets. Maintenant, comment ça se fait, moi j'en sais rien. Mais disons, tu vois même par exemple, tu sens par exemple le Chazon-Ish, lui, il va on dirait à la fin des Sugot dans le Chazon-Ish, on dirait qu'il fait de la philo. Non, Donc, complètement. Mais pour le coup, c'est dur à étudier. C'est dur à aller jusqu'au bout, quoi. Mais voilà. Non, c'est quelque chose que tu vois dans le vrai monde lituanien classique, c'est comme ça. Déjà, le Gaon de Vilna, qui est quand même la figure tutélaire de ça, son idée fondamentale, c'est l'unité de la Torah. C'est-à-dire que lui, il a travaillé sur les sources premières. Il travaille sur Tanakh, Gemara, Sefer Yetzirah, Zohar. Tout ce qu'il fait. Et son travail, c'est justement de montrer comment, si tu n'as pas compris le Sod, tu n'as pas compris le Pshat. Et si tu n'as pas compris le Pshat, tu n'as pas compris le Sod. Tu es obligé d'avoir une vision organique de tout ça. Rabbi Chaim de Volojine, c'est clairement ça aussi. Le projet des yeshivot de Volojine, c'est ça. Le Netziv, c'est ça. Il faut voir le programme de la yeshiva de Volojine à l'époque du Netziv. C'est pas du tout aussi réduit que ce que tu vois aujourd'hui. Ça veut dire, c'est pas, on pourrait dire, c'est pas, on appelle ça académique. Voilà. Ouais. C'est pas académique. Le Netziv, c'est dingue. C'est le Rosh Yeshiva de Volojine. Mais il est dans les psukim, il est dans les midrashim, il est dans Shirachirim, tu te dis, mais dans les midrashim, tu te dis, mais c'est incroyable. Et pas que lui, je veux dire, le Radal, c'est comme ça. Comme ça aujourd'hui. Et Rav Shimon Shkop aussi, tu vois, c'est un autre derrière, mais c'est aussi un travail où il va partir des sougiotes, mais où il va aller dans un approfondissement de pensée, de concepts, de choses comme ça. Ah, si, moi j'adore. Ah bon. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est vrai? Alors, il faudrait que tu c'est très... On aura l'occasion. Donc, alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a depuis quelques décennies, dans le monde des yeshivot, ça s'est beaucoup appauvri, mais je pense que c'est un phénomène purement social, en fait. Mais oui, c'est sûrement social. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des grands Talmidei Chachamim qui ne sont pas très connus. Aujourd'hui, je parle, qui ne sont pas très connus. Et prenons un exemple. Mes fils me disent que le plus fort de l'Yeshiva de Mir, son nom m'échappe à la seconde, c'est un chassid de Braslav. Aujourd'hui, il y a dans le monde de la Gemara, les plus forts, c'est des Braslav, des chassidim de Braslav. Et si tu remontes beaucoup plus loin, quand tu remontes au Moyen-Âge,
Tu pourrais penser que les Baalei Tosfot ils font que de la Gemara, alors qu'en réalité pas du tout. Tu vois bien, il y a plein d'études qui ont été faites qui te montrent. Bon, déjà, rien que Rashi, d'accord. Rashi, tu pourrais dire c'est l'exception. Mais Rabbeinu Tam, il écrit une défense de Rabbi Menachem Sarouk contre les objections de Dunashim Labrat. C'est des trucs de la grammaire arabo-andalouse pure. Il écrit des piyutim. Ils sont beaucoup à être branchés sur des trucs ésotériques, mystiques, magiques. C'est pas... C'est ça la différence. C'est qu'à l'époque, l'ésotérisme faisait partie de la science de l'époque et elle était apprise dans les universités et dans les écoles. Aujourd'hui, dans les écoles, on n'apprend plus du tout les théories ésotériques, enfin, proches des théories ésotériques. Le monde ultra-orthodoxe rejette l'éducation moderne aussi, d'une manière générale quand même. Et du coup, il y a appauvrissement d'un côté. Bah si. Oui, c'est-à-dire au niveau, comme tu dis, Julien, je pense que c'est juste, au niveau social, si tu veux, l'approfondissement, tu peux pas... tu peux pas avoir ça de 500 élèves sur un approfondissement. Ou 1000 élèves sur un approfondissement. Tu peux faire un approfondissement sur un 20 élèves, 15 élèves. Alors, il y en a aujourd'hui qui ont... tu as des gens incroyables. Par exemple, il y a toute une série de sfarim par un auteur qui s'appelle Itamar Schwartz. Ouais, extraordinaire. Bilvavi, Mishkaim Evnei. Alors lui, c'est un esprit, mais dans toutes les directions, il a écrit des sfarim de Iyun, de Halacha, et il te fait du Iyun sur les Masyot du Baal Shem Tov. Et donne un shiur à Sha'ar HaShamayim, qui est la grande yeshiva kabbalistique lituanienne. Quoi. Et il a un collègue de Gemara. Rav Moshe Shapira. Rav Yaakov Moshe Hillel de Ahavat Shalom. Le kollel, il y a 3 étages. Il y a un kollel classique, un kollel de Dayanut et un kollel de Kabbalah. Mais c'est vrai que, disons, c'est vrai qu'au niveau comme ça a l'air d'être disparu. Ça a l'air d'être. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que ça bouge. Ouais, ça fait quelques années déjà que ça bouge, qu'effectivement, justement, avec Rav Itamar Schwartz, avec Israël Meir Morgenstern. Mon fils Simcha m'a fait découvrir un Rav Kluger, Avram Tzvi Kluger, Nézer Israël. Il connaît tout, en blimiout, quoi. Toutes les sougotes, il te fait le lien avec la Kabbalah, les sougotes de Gemara. Et il est nettement plus jeune que moi, Itamar Schwartz aussi. Oui. Beaucoup plus jeune. Mais c'est vrai que c'est regrettable que du fait de la massification de l'éducation, en fait c'est le même système que l'école française aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire vu qu'on doit s'adresser à des centaines de milliers d'élèves. C'est beaucoup académique. Et après les gens sortent de là en croyant qu'il n'y a que ça. En croyant qu'en littérature, il n'y a que La Princesse de Clèves et Eugénie Grandet, et que surtout, ils n'ont pas envie de faire ça. Et de la même manière, moi, on voit plein comme ça de gens qui sortent de yeshiva, et tu leur parles de trucs, je veux dire, qui quand tu as un peu bossé ces sujets-là, sont basiques, c'est-à-dire quoi. Mais tu es au courant que dans la Gemara et dans le Midrash, on te dit qu'à Avot Enen Amerkava, que ça veut dire que l'être humain peut être le vecteur de la présence divine dans le monde. Ils te disent, on m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit ça. Mais par exemple, regarde, il y a un sefer de Rav Nosson Tzvi Finkel, le Sabbat Slobodka, celui-là qui a fondu les Jéhot, Orat Safoun. Le Orat Safoun, c'est Sichot. Il te cite le Zohar toutes les 2 pages. Le Orat Safoun, c'est les Sichot qu'il faisait à Slobodka, le fondateur de Slobodka. Il cite le Zohar tout le temps. Et d'ailleurs, tous les grands poskim de la fin du siècle dernier, c'était tous des gens qui étaient à fond dedans. C'est-à-dire, Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était le fils du fondateur de la Yeshiva Sha'ar HaShamayim. Rav Yosef Shalom Eliashiv, c'était le petit-fils du Leshem. Et quand le Leshem était vieux et qu'il était quasi aveugle, c'était lui, le petit-fils, qui écrivait le Leshem sous la dictée du grand-père. Rav Tzvi Peter Frank, il était tout le temps collé à la Yeshiva de Bethel, etc. etc. Ils étaient tous dedans.
Bref. Bon, alors on était à Akoudim. Voilà. Comment traduire ouais. Comment traduire Akoudim? Akoudim, effectivement, ça va être quelque chose qui va être akoud, qui va être lié. D'accord? C'est que, en réalité, on n'a pas encore les termes ne sont pas apparus avant. Maintenant, le paradigme qui va être mis en place, c'est qu'il va y avoir akoudim, nekoudim ou broudim. Le parcours général, c'est qu'on va avoir une première dimension. Pour l'instant, on a dit finalement, on n'était même pas encore dans les sphirotes, d'accord? On a dit vaguement, ouais, ok, il y a 10 sphirotes, mais qui en fait ne sont pas du tout distinguées. Là, on a juste développé 6 aleph, mais bon, sans que ça soit vraiment des sphirotes en tant que telles. À Koudim, on va avoir la notion des sphirotes, mais qui justement vont être fondamentalement liées les unes aux autres. Okay. Et que ce qui va se passer après Akoudim, ça va être Nekoudim, qui va être que les sphirotes vont être constitués de points distincts, isolés, et que c'est ça qui va provoquer Shvirat HaKelim, et que viendra ensuite le Tikkun, et le Tikkun, ce sera cette dimension de Broudim, où on n'est plus dans le Akoudim, où finalement tout est fondamentalement lié, les choses vont être distinctes, mais elles vont être reliées, elles ne vont plus être isolées comme dans Nekoudim. C'est ça, quand le Sod que le Zohar y voit dans Akoudim, Nekoudim ou Broudim, c'est ça, c'est la dimension de paix où les sphirotes elles sont Akoudim, la dimension de Olam HaNekudot, où les sphirotes sont Nekoudim, et la dimension du Tikkun où les sphirotes sont Broudim. Pour le dire rapidement. C'est possible de reprendre. Voilà, Akoudim, ça va être au niveau de P. Toutes les sphirotes vont être liées ensemble. Ensuite, Nekoudim, ça va être ce qu'on va appeler Olam HaNekoudim. Où là, toutes les sphirotes vont sortir complètement séparées. Et Beroudim, qui va être le Tikkun, où elles vont être distinctes mais reliées. Okay. Donc, ואחר באו הטעמים התחתונים שמתחת האותיות, והם בחינת אורות היוצאים דרך הפה של האדם קדמון, משם ולחוץ. Okay. Donc, c'est les lumières. On est toujours dans Sag, et là, c'est les lumières, on va dire, donc, de Ben de Sag, d'accord, de Malchut de Sag, qui vont sortir par la bouche de Adam Kadmon. והנה כאן נתחברו אורות היוצאים חיבור גמור, כי הרי הם יוצאים דרך צינור אחד בלבד. Donc là, contrairement à ce qu'on avait avant, où on a vu qu'il y avait deux dimensions de lumière qui sortaient soit par l'oreille droite, soit par l'oreille gauche, et que si elles se rejoignaient, ça formerait Or et Keli, et pareil au niveau du nez, mais que ça ne se rejoint pas, ça reste distinct. Là, justement, ça sort que par la bouche. Et donc, les différentes dimensions vont être liées. והטעם כי כל מה שהאורות מתרחקים ומתפשטים למטה, כך יש יכולת להשיגם ולקבלם. Plus les lumières s'expriment à un niveau éloigné de leur source, et plus elles s'épandent vers en bas, plus ceux qui sont les créatures sont en mesure de les saisir et de les recevoir. Je pense que c'est encore une fois, c'est pas les mots sont importants. Les asigam ou les kabelam, il y a deux notions. Il y a une notion de asaga et une notion de kabbalah. Asaga, ça veut dire que c'est toi qui fais un mouvement vers la chose pour la saisir conceptuellement. Mais finalement, ça reste une saisie à distance, en quelque sorte. Ça reste intellectuel. D'accord ? Les Kabbalah, ça veut forcément dire autre chose. Ça veut dire que toi, tu vas l'accueillir, cette chose-là.
donc il faut faire attention à ne pas avoir une lecture purement théorétique, noétique, contemplative de ces choses-là. Il ne s'agit pas juste d'un problème de Hasaga, de comprendre ce qui se passe. C'est que cette Hasaga, c'est quelque chose qui est important pour recevoir les choses en soi. Donc, il faut incarner ces choses-là. La reine en hashash im nitchaberu orot amakifim im apnimim. D'accord. Et donc ici, on a vu que c'était or makif or pnimim au niveau des oreilles et du nez qui étaient séparés. Et donc, mais maintenant qu'on est à un niveau suffisamment bas, suffisamment éloigné de la source, d'accord. Autrement dit, que le mode d'expression va être suffisamment distinct de ce qu'il exprime. Alors, il y a plus de risque à ce que le makif et le pnimi s'unissent. Alors, une seconde, parce qu'on avait vu il y a quelques séances qu'au niveau du truc de la barbe, c'était séparé. Pour les lumières des oreilles et les lumières du nez. Ça convergeait à ce niveau-là, mais ça restait séparé. C'était séparé. Ouais. Or là, maintenant, ça ne l'est plus. Voilà, parce qu'au niveau de la bouche, il y a un seul orifice, donc les choses sortent ensemble. Ah, d'accord. Okay. Alors, il va falloir parce que là, maintenant, on est en bas. On est plus en bas. Qu'est-ce que ça veut dire Enrchash? Ça veut dire quoi, ça? Il n'y a rien à craindre à ce que ça s'unisse. Mais pourquoi il y aurait à craindre? Alors, il faudrait retrouver ce que j'avais raconté. Oui, non, mais moi, ce que j'avais entendu de ce qu'on avait dit, c'est quelque part, il n'y a pas d'identification. Ouais. Le hors makif et l'hors pnimi ne s'unissent pas, en cela qu'on est des êtres créés, on est au niveau de la création. Or, quand on est créé, même au niveau supérieur, il y a un mouvement de va-et-vient. Il n'y a jamais une adéquation. Il n'y a que Hachem qui est Echad, dans une unité absolue. Mais dès qu'on n'est plus à Kadosh Bokhu, il y a un hiatus quelque part. Oui, et puis on avait dit que hors pnimi et hors marquis, ça renvoyait à des dimensions, on va dire, immanentes et transcendantes de l'existence. Or là, maintenant... Là, ça va être uni. Et ça va être uni dans la bouche. Et la bouche, pour le coup, on va être vraiment au niveau du langage. On a vu qu'on était au niveau de l'intellection avec l'oreille, au niveau de la respiration, au niveau du nez. Là, on va être au niveau du langage. Justement, le langage, c'est ça qu'il a d'extraordinaire, c'est que dans le langage, il y a justement cette unité, si tu veux, du signifiant et du signifié, de la matière et du sens. Et alors que nous, on a toujours tendance à vouloir distinguer les deux, c'est-à-dire de vouloir distinguer entre les mots et ce que veulent dire les mots. Mais ce qu'on nous dit peut-être ici, c'est que non, ce qui doit plutôt nous émerveiller, c'est que le langage fait que ces deux choses-là sont unies et indissociables. Que finalement, parce qu'on nous parle de l'éasigam ou les kabelam, d'accord? C'est-à-dire de pouvoir comprendre les choses et de pouvoir recevoir les choses. Et ce qu'on te dit, c'est que finalement, une pensée pure au-delà des mots, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que tu crois que toi, en tant qu'être humain, il y a une différence entre ce que tu dis et ce que tu penses, ce que tu penses et ce que tu dis, qu'il y a toujours une surabondance de ce que tu penses par rapport à ce que tu dis. Mais dès que tu vas essayer de t'observer penser, tu te rends compte que tu penses dans du langage. Et que donc, oui, effectivement, le sens de la pensée est à la fois transcendant au langage parce que le langage a quelque chose d'arbitraire, les mots ont quelque chose d'arbitraire, mais qu'en même temps, la pensée, elle est immanente au langage. C'est-à-dire qu'il y a pour nous, êtres humains, en tout cas dans ce que l'on peut saisir, il n'y a pas vraiment de pensée au-delà du langage.
C'est une première approche qu'on peut avoir, parce qu'on essaie de déblayer. Et donc, effectivement, ça va avec ce qu'on dit, parce qu'on a dit que finalement, tout le risque qu'il y avait, c'était à un certain niveau de pureté de la lumière divine, on était dans l'ineffable, et que les mots ne pouvaient pas rejoindre la pensée, en quelque sorte. Et que c'était risqué, et que essayer de mettre des mots sur ces choses-là, finalement, c'était dangereux, en quelque sorte. Là, on nous dit, effectivement, là, on arrive à un niveau où on va pouvoir, en quelque sorte, mettre des mots sur les choses, et c'est pour ça qu'on va arriver aux sphirotes, d'accord ? Là, on n'était pas aux sphirotes. On était dans des éléments plus fondamentaux, sur lesquels on tâtonnait un petit peu. Là, on va avoir vraiment des éléments du discours. Ah, pas tout à fait, on va le voir, mais quand même un peu. והנה, כיוון שכבר נתחברו האורות המקיפים והפנימיים, יכל לכן התחיל כאן להתהוות בחינת כלים. D'accord? Ça, on l'avait vu, que les kelim naissent de cette rencontre, de ce contact entre les makifim et les pnimim. La Shem zachim betachlit azikour, que Moshe Nidber. Mais évidemment, comme on est au premier niveau d'apparition du Keli, ce Keli il est encore extrêmement pur. Qu'est-ce que ça veut dire Keli? Le Keli, ça va être justement le début de l'impression qu'il y a une différence entre la lumière divine et ce à travers quoi elle s'exprime. Et donc, vraiment le premier germe d'une existence qui a l'air d'être vraiment différente. Atzmaou. Ouais. Atzmaï, voilà. Une indépendance. Voilà. Ah, d'accord. Oui. D'un sujet, oui, si on fait puisque, ça. Oui, parce qu'il y a quelque chose de divin. Si il y a une unité entre comme tu dis, le contenu et le contenant, etc., cette unité qui avant était impossible, donc il y a un Keli, c'est quelque chose qui va recevoir, d'accord? Donc il va pouvoir y avoir quelque chose qui va être le destinataire de cette qui va être un sujet qui observe, d'accord? On va dire les Asigam ou les Kabelam, qui est-ce qui va être Masig ou Mekabel? Ça va être le Keli. Justement, un Keli, c'est un réceptacle. Le réceptacle, il est secondaire par rapport à ce qu'il reçoit. Il est secondaire, il est secondaire, d'accord, mais il n'y a pas ce qu'il a reçu s'il n'y a pas quelque chose pour le recevoir. Ouais. Mais quelque part, ça me dépasse. Ouais, de toute façon, ça va être le sujet, hein, puisque justement, tout le sujet des Akudim, c'est la naissance de la notion de Keli. Donc, on va le développer. אלא שנחית הזיכור, לפיכך עדיין לא נתגלה כאן רק בחינת כלי אחד בלבד. אבל האורות היו נחלקים לעשרה, ואילו האורות נקראים עקודים. Donc c'est pour ça que ça s'appelle עקודים, parce que tout ce qu'on va expliquer maintenant, prochaine fois, c'est que là on va bien parler des 10 sphirotes, en termes il va y avoir les lumières des 10 sphirotes vont être distinctes, mais elles vont s'exprimer à travers un seul Keli. Au niveau précédent, on n'avait que des Oroth et pas de Kelim. Au niveau suivant, on aura des Oroth et des Kelim. Ici, au niveau des Akudim, on a des Oroth, mais un seul Keli. Toutes les Oroth vont s'exprimer à travers un seul Keli. Et c'est pour ça qu'elles s'appellent Akudim, parce qu'elles sont toutes liées du fait qu'elles s'expriment à travers le même Keli. Et en réalité, tout le sujet des Akudim, ça va être comment est-ce que, en quelque sorte, on va voir, ça va être assez compliqué, le flux et le reflux de ces 10 lumières des sphirotes va provoquer la création progressive du Keli. L'image n'est pas utilisée, mais celle qui, moi, me vient naturellement à l'esprit quand on va voir ce qui va être décrit, c'est celle d'un souffleur de verre. Okay.
C'est ça l'image qu'on va avoir en quelque sorte, c'est qu'on va avoir une sorte d'expire et d'inspire divin qui va façonner un Keli. Ok. Je propose qu'on voit ça la semaine prochaine, si vous voulez bien.